service traiteur esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là, on est là. Voilà, bonjour à tous les abonnés de Onela TV. Et comme vous savez, aujourd'hui, nous sommes là pour le compte de notre émission, Le secret du mariage. En tout cas, Le secret du mariage est une émission à caractère socioculturel qui permet beaucoup de couples qui sont dans de problèmes, en tout cas, de trouver des solutions dans cette émission. Parce que nous recevons des différents couples dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le couple Mukuna. C'est vraiment un couple merveilleux. Vous aurez le temps de le découvrir au travers de cette émission. Ils vont nous parler de leur expérience de mariage. Et en plus, les thèmes que nous allons parler plus, c'est les finances dans le mariage. Vous savez, les finances, c'est les sources de conflits aujourd'hui dans le mariage. Aujourd'hui, beaucoup de mariages sont en train de divorcer. Il y a beaucoup de séparations à cause de l'argent. Mais eux, ils vont nous parler comment est-ce qu'ils arrivent à gérer les finances dans leur couple. Bonjour papa, maman Mukuna, le couple Mukuna. Un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de notre émission Le secret du mariage. On peut savoir, ça fait combien de temps vous êtes en couple? Parce qu'on vous voyait, vous êtes toutes joyeux. Donc ça prouve que vous avez vraiment de l'expérience dans votre couple. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi de nous avoir invités dans cette émission. Et nous bénissons le Seigneur qui nous garde, qui nous protège et qui nous donne cette opportunité. Nous sommes mariés, ça fait 18 ans. 18 ans, pas facile. C'est un parcours qui n'a pas été très facile, mais avec le Seigneur, nous continuons. Et vous vous êtes rencontrés comment? En cours de route, à l'église? C'était où comme ça? Ok. Nous étions dans la même université. Ok. Et on fréquentait la même église. Et puis, l'un de mes amis était fiancé à la grande sœur de mon épouse. Okay. C'est dans ce cadre-là que je l'ai découverte. Et j'ai découvert ce qu'elle était. Et j'ai décidé de l'approcher. Okay. À partir de l'église, de l'université, et puis aussi à partir de moi-même. Maman, oui. Bonjour. Bonjour, mamie. Comment est-ce que vous avez su que c'est l'homme de votre vie? Comme il a dit, pour la première fois, quand on s'est vu, c'était sur le campus. Je passais. À Kinshasa ou à Lumbashi? Non, à Mbujimayi. À Mbujimayi, ok. Oui. C'était ma première année, on passait, il y avait un groupe de gens là, et puis ceux-là qui me connaissaient, ils m'ont salué, et je suis passée. Je ne savais pas qu'ils m'avaient vu, qu'ils m'avaient remarqué. Il y avait une lumière là qui passait. Après un temps, je l'ai vu venir à la maison parce que, comme il l'a dit, son ami était proche de ma sœur. Il venait, bon, moi je faisais semblant. Pour moi, il venait parce qu'ils étaient en contact avec ma sœur. Mais c'est en quel moment que vous avez su que c'est vraiment l'homme de votre vie? C'est quand il vous a proposé un mariage ou dès le début? Parce qu'il y a des choses comme ça, des attractions, ça se passe. Quand vous voyez cet homme, vous dites sur notre intérieur, c'est lui là. À vrai dire, je le prenais pour... Je souhaiterais mon mari, il soit un peu comme ça. Non, à vrai dire, pendant ce temps-là, je ne ressentais rien. Il y a jusqu'à ce que... Vous avez plus focalisé aux études? Pas seulement aux études, bon. Pour moi, comme il venait pour visiter ma grande sœur, je le prenais. Et puis, je l'ai vu à l'église. Je le prenais comme un frère en Christ. Jusqu'à ce qu'un jour, il est venu une soirée, j'étais seule à la maison, là. Il a commencé à me poser des questions, comment je pensais, comment l'homme de ma vie pouvait être, quoi. Et puis, on a parlé, puis c'était passé. Ce n'était même pas dans ma tête qu'il y avait des intentions. Oui. Puis, et c'est passé beaucoup de mois. Un jour, il est venu, il a dit, je sens que mon cœur est malade et il a besoin d'une remède. J'ai dit, je veux te chercher une remède. Tu as trouvé quoi, le paracétamol? Et dans ma tête, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi du tout. Pendant que je lui disais que je vais te chercher une remède, il est venu un jour. Il m'a dit que, pour moi, le Seigneur m'a dit que c'est toi ma remède. Amen. Je lui ai dit, donne-moi aussi du temps que je vais prier.
Après, la proposition s'est passée, je pense, 18 jours. Je priais, un jour, j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'on me donnait un verset dans la Bible, là où il est dit et la volonté de Dieu est décidée, qui s'y opposera. Okay. Le matin, quand il est venu, il a dit, j'attends ma réponse. Et je lui ai dit, je ne lui ai rien dit. Et il a compris qu'il fallait qu'on commence les relations. Okay. C'était comme ça, oui. Et entre vous les deux, qui est plus romantique? Parler de romantique... Parce que la romance fait partie du couple. Ça fait partie d'un couple. Oui, parler de romantique, je dirais plutôt que nous... En fait, on s'est rencontrés, on s'est aimés. Okay. Et chacun de nous a essayé de donner le maximum pour que l'autre soit heureux. Donc, et c'est ça qui fait un peu la force de notre mariage. Entre nous deux, il n'y a personne qui se bat plus. Tous nous battons de la même façon pour maintenir notre mariage. Ok, mais dans le couple, il y a toujours l'autre qui est un peu chaud, l'autre qui est un peu froid. Mais entre vous deux, maintenant, qui est un peu chaud et qui est un peu froid? Ok, elle est plus forte dans certaines paroles de tendresse, elle est plus forte dans certaines surprises, par exemple des dîners d'amour, des bonnes sorties, elle est plus forte dans ça. Je dirais que moi, je suis un peu plus fort dans les bons cadeaux, les surprises de cadeaux. Voilà, donc vous faites beaucoup de cadeaux à maman alors? Bon, quand il y a une occasion, je le fais. Ah, ok. Yeah. Ah ben ça c'est bien. Et pendant que vous êtes, qui dit plus je t'aime? C'est maman ou c'est vous? C'est plus elle. C'est elle qui commence toujours. Oui, c'est elle qui le dit le plus, qui commence. Bon, moi, je l'exprime de ma manière, comme je l'ai dit, par des fois des cadeaux. Bon, ce sont les hommes, hein. Les hommes sont aussi comme ça aussi. Par peut-être une sortie, je lui dis, allons au beach. C'est une façon d'exprimer peut-être une joie, peut-être une façon de dire que je t'aime. Donc, vous n'arrivez pas à le prononcer les mots ou comment? Bon, je ne le dis pas fréquemment. Voilà. C'est de sa nature. Il parle peu. Ok. Il agit plus. Ok. Mais ça ne vous dérange pas? Vous étiez habitué? Bon, je peux dire, quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas encore de téléphone. On se faisait plus de notes. Mais dans les notes, il pouvait bien l'exprimer. Je m'étais habituée à ça. Bon, même présentement, il y a des fois, bon, il peut te faire un message dans le téléphone, il le fait. Mais je suis habituée comme ça. Bon, je sais qu'il ne va pas l'exprimer facilement. Ah, ok. Yeah. Voilà. Chaque couple a sa façon de vivre. Oui. Le couple Mukuna, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, le finance dans le mariage. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se disloquent à cause de ça. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations à cause d'argent. Donc, et comment arrivez-vous à gérer le finance dans votre couple? Ok, merci beaucoup pour la question. Je crois que je vais commencer. Je vais présenter des éléments, peut-être pas très particuliers à notre couple, mais des éléments que nous avons découverts en lisant, des éléments que nous avons découverts dans d'autres couples. Et mon épouse va présenter des solutions, pas des solutions, une solution que nous avons adoptée dans notre couple et que nous trouvons que comme ça nous a aidé, ça peut aussi aider les autres. Certainement. Parlant des finances dans le mariage, je voudrais commencer un peu par définir le mariage. Ok. Le mariage, c'est une institution divine que Dieu a établie qui se passe entre deux personnes de sexe opposé. Nous sommes des chrétiens. Voilà comment nous définissons le mariage. Une institution qui se passe entre deux personnes de sexe opposé qui acceptent ou qui décident de vivre le reste de leur vie selon la volonté de Dieu. Et le bonheur dans le mariage
nous essayons de l'associer au bonheur de l'homme. Pour qu'un homme soit heureux, il faut que spirituellement, qu'il soit en équilibre, qu'il soit en bonne relation avec Dieu, un homme. Deuxièmement, il faut qu'émotionnellement, la personne soit aussi équilibrée. Il faut que la personne se sente aimée, se sente respectée, se sente honorée. Mais troisièmement, il faut que la personne soit aussi stable financièrement et matériellement. Il faut avoir les moyens pour se sentir heureux. Alors, ce qui se passe dans la vie de l'homme, nous l'amenons aussi dans les couples. Pour qu'un couple se sente équilibré, il faut qu'il y ait Dieu dedans. Il faut la présence de Dieu nécessairement. Sans Dieu dans le couple va dans le chaos. Mais deuxièmement, dans le couple, il faut que les émotions, vous nous avez posé la question qui est romantique, qui dit je t'aime, ces choses, ces paroles, ces actes ne sont pas négligés dans le couple. Il faut d'une manière ou d'une autre faire revivre l'amour. Il faut que la femme se sente aimée. Il faut que l'homme se sente aimé. Il faut qu'il y ait le respect mutuel. Mais troisièmement aussi, dans le couple, pour qu'il y ait l'équilibre, on a besoin des finances. Dans le début du mariage, les gens négligent un peu le concept des finances. On parle de l'amour, on parle du futur, le nombre d'enfants qu'on veut avoir. Alors, parlons des finances dans le mariage. Pour comprendre un peu en quoi les finances peuvent devenir un conflit, comprenez un peu ce que sont les finances. Les finances, c'est la gestion des activités liées à l'argent. Donc, quand nous gérons l'argent, en faisant différentes activités, nous parlons des finances. Il y a par exemple l'acquisition de l'argent, il y a les dépenses, il y a les prêts, il y a les emprunts, il y a la budgétisation. Toutes ces activités-là, la gestion de ces activités, ça contribue ou ça fait ce qu'on appelle les finances. Maintenant, en quoi est-ce que cette gestion devient une source de conflit? En quoi est-ce que les finances deviennent une source de conflit dans le mariage? Je vais prendre quelques petits points que je ne vais pas élaborer vraiment en détail, je vais juste les présenter. Le premier point, c'est... Juste synthétiser, ça sera mieux aussi. Ouais. Le premier point qui fait que les finances deviennent un conflit, c'est le manque de communication dans le planning financier. L'argent entre... Quand le monsieur ne parle pas d'argent avec la femme ou la femme ne parle pas d'argent avec son mari. Ouais. L'argent entre, comment est-ce qu'on doit le dépenser? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le fructifier? Qu'est-ce qu'on peut faire de cet argent? Quand on ne communique pas sur la manière de gérer l'argent, ça pose problème. Je voulais qu'on s'attarde un peu sur la communication, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Maintenant, la communication de cet argent doit se faire si c'est l'homme qui apporte l'argent ou c'est la femme qui apporte l'argent, ou comment ça doit se faire cette communication? Le mariage parle d'une équipe. L'homme et la femme font l'équipe, ils sont partenaires. Partenaires à vie. Oui, ils travaillent ensemble pour le bonheur du mariage, pour le bonheur de la famille. Parler de l'argent dans le mariage, ce sont les deux, l'homme et la femme. Si l'homme gagne, on doit parler. Si la femme gagne l'argent, on doit parler. Si l'homme doit dépenser, on doit en parler. Si la femme doit dépenser, on doit en parler. Les deux doivent en parler. Parce que le mariage ne marche pas avec une personne, le mariage marche avec les deux. Donc il faut la communication mutuelle, de toutes parts. Mais il y a des hommes qui sont là, des hommes dictateurs. Quand il vient, il impose. Il vient, il dicte ce qu'on doit faire dans le mariage. Et il n'y a pas vraiment assez de communication. Et c'est ça qui fait que les finances deviennent une source de conflit. Et ça peut amener au divorce. Donc c'est comme ça que nous avons relevé cela comme un point qui peut amener le conflit. Deuxième élément, c'est quand on cache les entrées. Beaucoup d'hommes, principalement les hommes, ne montrent pas à leurs femmes leur bulletin de paie. Ils ne montrent pas comment ils gagnent. La femme ne sait pas combien l'homme gagne. Mais aussi, dans le monde actuel, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, qui ne veulent pas que l'homme sache combien il gagne. Quand on cache les entrées à l'autre, ça devient un problème dans le mariage. Ça crée un conflit qui peut amener à la mésentente, jusqu'à la division dans le... Mais qu'est-ce qui crée alors que l'homme cache ses entrées ou la femme cache ses entrées? Au moment que nous savons que le mariage, c'est une équipe, vous faites partenaire, comment est-ce que ça arrive? Certainement, il y a quelque chose qui s'est passé ou le couple n'a pas un bon fondement commun?
Parlant de cacher les entrées, je crois plutôt que c'est un problème de background de l'homme. Je m'excuse d'utiliser le mot background. Comment est-ce que l'homme a grandi, comment est-ce que la femme a grandi. Ce qu'on a vu chez nos parents peut-être, ça peut affecter certaines croyances sur l'argent. Quand on croit peut-être que la femme est moins que l'homme, on se dit, je ne peux pas lui montrer l'argent. Je lui donne ce dont elle a besoin si je dois lui donner. C'est un manque de confiance aussi. Oui, manque de confiance et puis tout ce qu'on a dans la tête, comment on a grandi, comment on a été élevé, ça peut influencer aussi ce point-là. Troisième point, c'est cacher les dettes. Quand on cache les dettes et que l'autre découvre qu'il y a eu des dettes dont il n'est pas au courant, ça crée des problèmes. Donc, c'est une mauvaise façon de gérer les finances. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Il y a des hommes qui ont des crédits de cartes et la femme ne connaît pas que l'homme en a et il dépense l'argent comme il veut. Et un jour, l'argent n'arrive plus à la maison parce que l'homme doit payer ses dettes. Alors, quand on cache les dettes, c'est un problème. C'est un problème sérieux En cachant les dettes, je pose aussi la question à maman. Maman, ça t'est arrivé aussi une fois de prendre les dettes ou une dette que papa ne connaît pas? Non. La plupart du temps, je le consulte. Donc, si quelqu'un amène, par exemple, des histoires qu'il veut vendre, je parle d'abord à papa. Donc, avant de prendre, il faut d'abord consulter. Je parle d'abord, oui. S'il accepte, alors j'appelle la personne, je prends. S'il refuse, je laisse. Ça ne vous arrive jamais de prendre quelque chose, vous vous êtes dit, bon, avec ma petite économie des femmes et tout, je peux acheter ou je peux payer après? Parce que les femmes aussi, on leur propose économie. Hein. Il y a des fois, nous faisons des économies, mais j'ai peur des dettes. À vrai dire, j'ai peur des dettes. Parce qu'il y a toujours des surprises. Tu peux te dire, je vais payer avec mes petites économies et tu te retrouves, tu n'as pas l'argent. Donc, quand la personne va venir revendiquer ses droits, donc tu seras en trouble parce que tu ne sauras pas payer. Donc, papa saura. Même tes petites dettes là, maman. Non, il ne m'est jamais arrivé. Ok, d'accord. Papa, on peut continuer avec vous. Et je peux témoigner que mon épouse, elle ne prend pas quelque chose sans m'informer. Même si je suis au travail, elle m'appelle. Ok. Alors, il y a aussi les dépenses. On a parlé des dettes, maintenant ce sont les dépenses. Quand il y a des hommes ou des femmes qui, dès qu'ils ont l'argent en main, ils dépensent. Ils dépensent tout. Ils sont contents seulement quand c'est terminé. Quand on fait des excès de dépenses, ça peut créer des conflits. On peut avoir des besoins dans la maison, mais quand on va dehors, on trouve quelque chose de bon qui nous plaît, on ne considère pas les besoins, on fait des dépenses. Ça peut créer un conflit. Mais aussi, il y a des hommes trop chiches ou des femmes trop chiches qui se refusent même quelque chose de très utile. Donc, les dépenses qui ne sont pas bien gérées, bien planifiées, ça crée des problèmes dans le mariage, ça crée un conflit. Mais en parlant des dépenses, je voulais qu'on s'attarde un peu. Mais il y a aussi des couples qui font des dépenses plus que leur budget. Voilà. Je crois que cela viendra dans la solution. Dans la solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre un peu ce phénomène de conflit financier dans le mariage? Je crois que ça va venir, on va en parler dans ce point-là. En parlant encore des dépenses, moi je voulais que maman réponde sur ça. Il y a beaucoup de femmes, quand ils savent que l'homme a l'argent, ils commencent maintenant à ajouter des dépenses. Vous savez, j'avais vu un truc là-bas, c'était 50 reines. J'avais trouvé encore un truc là-bas, c'était... Parce qu'il a appris que papa a amené 2000 reines dans la maison et il commence maintenant à ajouter des dépenses. Ça vous est arrivé déjà, maman? Parce que les femmes sont fortes en ça. Hein? Il y a des moments que ça arrive. Pas seulement parce qu'on a vu que papa amenait beaucoup d'argent, mais parce que vous n'avez pas bien budgétisé, vous arrivez par exemple au shop, vous voyez quelque chose que vous voulez avoir à ce moment-là. Vous dépensez au-delà de ce que vous avez prévu. Vous allez au shop avec votre liste, mais vous prenez plus que ce que vous avez pensé.
Ça arrive. Ok, papa, ça vous est arrivé déjà, maman, comme ça, vous amenez l'argent et puis on commence à ajouter des petits trucs. J'avais vu le tableau là-bas, j'avais vu un truc là-bas au marché, j'ai vu un truc là-bas au shop. Parce que les désirs des femmes ne s'arrêtent jamais. Oui, ça, c'est un phénomène qui arrive, qui nous arrive tous, au fait. Je peux aller pour acheter quelque chose, mais j'arrive parce qu'il y a l'argent, j'achète. Elle peut aussi aller au shop, on s'est fixé qu'elle puisse dépenser autant, mais elle dépense un peu plus. Bon, on en parle toujours. On en parle toujours pour que ça ne revienne pas et que ça ne nous dérange pas. On en parle toujours. Okay. Le 5e point, c'est ce qu'on appelle, on abuse l'autre parce qu'on est fort financièrement. Et cela est très courant dans le mariage. Je ne dirais pas seulement les hommes, mais on l'a vu beaucoup plus avec les hommes, parce que l'homme gagne. Il traite sa femme comme une esclave, il la traite comme une chose, parce que c'est lui qui amène l'argent à la maison. Mais dans le monde actuel, on voit aussi des femmes, parce qu'elles gagnent plus que l'homme, elles méprisent l'homme, elles ne donnent plus la valeur à l'homme comme mari. Peut-être aussi son mari a perdu du boulot, et c'est elle qui survient aux besoins de la maison. Elle s'est fait la tête dans toutes les choses. Alors, abuser l'autre parce qu'on est fort financièrement, ça déséquilibre la famille, ça amène aussi beaucoup de conflits. Et pour terminer, il y a un autre problème, peut-être typiquement à nous Africains, c'est aider la famille, la grande famille. Comme nous sommes ici, la famille qui se trouve au Congo. Voilà. Alors, ce phénomène crée beaucoup de conflits dans le mariage parce que les gens n'échangent pas. Ou, des fois, je voudrais aider ma famille, mon épouse n'est pas d'accord, je force. Ou elle veut aider, elle se dit, si je dis à papa, il ne sera pas d'accord, peut-être elle ajoute les dépenses parce qu'elle veut aider. Alors, aider la famille, la grande famille, ça crée beaucoup de conflits. Je me rappelle d'un cas d'un frère, il a envoyé de l'argent au pays. Il n'avait pas encore payé le loyer de la maison. Il a dit à sa femme, je n'ai pas l'argent. Sa femme s'est battue, mais un jour, sa femme découvre un reçu dans son pantalon qu'il a envoyé de l'argent au pays. Au moment que la maison n'est pas payée. Voilà, et sans informer la femme. Et ça a créé un grand conflit. Alors, ces différents points que j'ai épinglés, ce n'est peut-être pas tout, mais ce sont quand même des points que nous avons observés en tant que couple et sur lesquels nous sommes un peu attardés pour améliorer notre vie des finances dans la maison. Et la solution à tous ces petits points, je crois que mon épouse pourra un peu en parler aussi. Qu'est-ce que nous avons adopté et qu'est-ce que nous avons aussi vu des autres pour équilibrer un peu les finances dans notre maison. Voilà. Ok. Voilà, nous allons revenir sur maman. Maman, parlez-nous un peu, comment arrivez-vous en tant que femme à gérer les finances dans la maison? Parce que nous voyons aussi, il y a des femmes, il y a des hommes, peut-être ils n'arrivent pas à bien gérer, ils donnent la responsabilité à la femme. Maman, vous devez s'occuper de ça, de ceci, mais la femme s'emporte et puis elle finit le budget avant même la fin du mois. Quelle est la façon où vous avez adopté pour que les personnes qui nous suivent, il y a aussi des gens qui ne sont pas encore mariés, mais qui aspirent au mariage. Ils se feront référence à ce que vous allez nous dire aujourd'hui. Merci beaucoup pour la parole. Comme papa vient de le dire, il a épinglé quelques points, il a soulevé quelques points qui sont comme les obstacles ou bien les causes des conflits dans le foyer en ce qui concerne les finances. Moi, je vais essayer un peu de donner des solutions. Donc, il y en a beaucoup, mais ce que je vais donner, j'ai trouvé que c'est un peu... Des solutions dont votre couple a adopté. Oui, un peu majeur. Le premier point, c'est sur la communication. Je crois qu'il va un peu essayer d'en parler plus. Le dialogue. Donc, en toute chose,
si un couple veut avancer, il faut toujours communiquer. Même dans les moindres détails, même ce qu'on trouve que c'est insignifiant, il faut toujours communiquer. Il faut que le partenaire sache comment, qu'est-ce qui entre et ce qui sort. Et comment vous avez utilisé ce qui est entré. Sur ce, moi, je vais parler sur le budget. Le budget ou la planification. Quand on parle du budget, si on rentre dans la Bible, dans le livre de Luc 14, versets 28 à 30, la Bible nous dit « Quelqu'un ne peut pas bâtir une maison sans planifier. Si quelqu'un veut construire une maison, il doit d'abord s'asseoir, fixer tout ce qu'il a, dont il aura besoin, pour qu'il ne puisse pas s'arrêter à mi-chemin. » Okay. C'est la même chose avec le couple. Si vous voulez avancer, il faut toujours planifier. Maintenant, dans ce cas, nous planifions ce qui est monnaie, les finances. Qu'est-ce qu'est un budget? Un budget, c'est un tableau ou bien une liste à 2 colonnes qui répond ce que nous recevons. Nos revenus, ça peut être nos revenus. Si on fait le business, ça peut être les profits, les dividendes. Ça peut être l'argent qui nous a été envoyé. Tout ce qu'on a comme entrée, nous le posons dans une colonne qu'on appelle les ressources. Okay. Et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les dépenses. Les dépenses, c'est tout ce à quoi on va allouer notre argent. Donc, quand l'argent sort, pour payer l'argent, pour payer plutôt la nourriture, les habits, les factures, ou bien payer les dettes, on va les placer aussi dans une autre colonne qu'on appelle les dépenses. Maintenant, pour notre couple, on a adopté de faire chaque mois ce tableau-là. Donc, chaque fois, on élabore en fonction de ce qui... Donc, tous les mois, vous faites ainsi? Chaque mois. Okay. Et maintenant, même les enfants savent qu'il faut faire ça. Donc, vous apprenez aussi les enfants, ils s'adaptent aussi? Je dirais que nous avons des enfants qui ont un peu grandi, qui sont dans les 14-15 ans. On les associe maintenant. Okay. Parce qu'il y a d'autres besoins qu'ils ont aussi, ou les besoins de la maison qu'ils ont aussi remarqués, on les associe aussi au budget. Okay. Maintenant, pourquoi on doit faire un budget? J'ai essayé d'épingler 4 points. On fait un budget pour déterminer d'abord en avance les entrées qu'on aura et voir si ça va suffire ça va suffire aux besoins qu'on est en train de planifier, ou bien si ça va couvrir, ça va suffire pour ce qu'on veut faire. Par exemple, on se dit on veut acheter une voiture. Est-ce que nos moyens vont suffire? Est-ce que nos moyens nous permettent d'acheter une voiture? Donc, avec un budget, déjà, on détermine d'avance si ce que nous avons comme revenu, comme recette, ça va nous permettre d'accomplir ce que nous avons comme projet. Ça, c'est le premier point de pourquoi on doit élaborer un budget dans un foyer. Un autre point, c'est ça nous donne aussi une idée de nos dépenses habituelles. Comme on l'a dit, donc chaque mois, je connais que chaque mois, on doit manger, on doit payer de l'eau, on doit payer le courant, on doit payer le carburant, on doit payer ça. On le met, ça nous donne une idée. Donc chaque mois, quand j'élabore ça, ça me donne une idée. Par exemple, je me dis, au mois d'octobre, on avait acheté ça et ça et ça. Est-ce qu'on aura besoin d'acheter ou bien il y en a encore? Donc avec votre budget, ça vous permet d'avoir une vue des dépenses que vous faites habituellement. Et aussi, un point, en budgétisant, ça vous permet de voir si vous êtes à mesure de réaliser vos projets. Par exemple, vous vous dites, on veut acheter une maison. Est-ce qu'avec les revenus et les dépenses qu'on fait, est-ce qu'on peut garder quelque chose mensuellement pour qu'un jour, on puisse arriver à acheter une maison? Avec tout ce que vous faites là comme dépenses et tout ce que vous planifiez, est-ce que vous arrivez vraiment à épargner aussi?
Et pensez aussi on va y arriver. Des enfants. On va y arriver. OK. Yeah. Maintenant, et c'est pourquoi je dis pourquoi on fait un budget. On fait aussi un budget pour voir si on est aussi à mesure de mettre quelque chose de côté, comme vous venez de le dire. Donc, l'argent entre, par exemple, je donne un exemple, on reçoit 1000 rentes. On se dit, dans le 1000 rentes, 500 c'est pour la maison, 500 c'est pour la nourriture. Donc, la nourriture et tous les autres besoins. Vous vous retrouvez qu'on n'a rien. Mais si, par exemple, vous recevez 1000 rentes, vous devez maintenant adapter vos dépenses par rapport à vos entrées. Là, maintenant, je vais donner les étapes dans l'élaboration d'un budget. Voilà, il faut... Ouais. Yeah. Okay. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez planifier un budget? Le premier point... Donc, la planification du budget. Maintenant, c'est la planification ou bien l'élaboration d'un budget. Parce que le budget lui-même, c'est la planification. Maintenant, dans l'élaboration du budget, le premier point, c'est écrire vos entrées. Toutes vos entrées. Donc, vous devez avoir un cahier qui vous permet d'écrire tout le mois, ce que vous avez comme dépenses et tout ce que vous devez faire. Mais le premier point, vous vous dites, par exemple, si je travaille et il travaille, combien on a par mois? Si on reçoit, par exemple, des dons, on reçoit, et qu'on est sûr que ça revient presque mensuellement, on les met aussi sur la liste de nos entrées. Donc, ça inclut aussi. Il y a les bonus, tout ce qu'on peut avoir comme argent qui entre dans notre famille. On doit les mettre sur pied. Maintenant, chaque mois, vous écrivez vos entrées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous devez écrire toutes les dépenses essentielles. Je souligne essentielles. Parce qu'il y a aussi des non essentiels. Maintenant, les dépenses essentielles, c'est là où nous voyons, par exemple... Qu'est-ce qui est comme dépenses essentielles, selon vous? Le loyer. OK. Vous logez dans la maison de quelqu'un, vous ne devez pas négliger cet aspect, ignorer cet aspect. Donc, il y a les loyers, il y a le manger. Donc, ce sont, les dépenses essentielles sont les priorités. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous en passer. Vous devez payer l'électricité, vous devez payer de l'eau. Sinon, on va couper l'électricité, on va couper l'eau. Donc, toutes ces dépenses, par exemple, le transport, vous devez aller au travail. Donc, vous devez planifier tout ça. Donc, dans le cas de votre couple, vous travaillez, vous deux? Non, moi, je suis à la maison. OK. Donc, dans son cadre-là, il doit mettre le carburant presque chaque jour, ou bien chaque semaine, ou bien chaque mois. Donc, ça doit faire partie. Parce que s'il n'y a pas de carburant, il ne va pas aller au travail. Donc, vous considérez loyer, manger, carburant, électricité, eau. Donc, tout ce qui est essentiel pour vivre dans votre maison. Dans les essentiels aussi, on doit aussi considérer se vêtir. Parce que même si ça ne revient pas chaque mois, mais ce sont des bons. Il faut toujours y penser. Parce que, à des fois, il faut toujours renouveler. En tant que chrétien aussi, nous devons considérer la partie de Dieu. Donc des dîmes. Les dîmes, les offrandes. Donc tout est beaucoup de chrétiens ignorent cet aspect. Ce qui fait que vous arrivez comme ça à l'église le dimanche, on dit c'est le temps des offrandes. Maintenant vous commencez à cafouiller dans les poches. Ce que vous trouvez, c'est ce que vous mettez. Donc il faut considérer. Tout doit être planifié pour que vous ne soyez pas surpris. Donc vous avez déjà une offrande que vous avez planifiée pour tout le mois. Parce que non, on se dit en moyenne, si on peut, par exemple, on peut donner, par exemple, 50 rentes. Combien ça va nous coûter toute la famille? Et si on part à l'église, par exemple, chaque culte, combien ça peut nous coûter? On estime. On met les estimations, on met. En fonction de ce que l'on gagne, on se dit que... on se donne une discipline. On se dit, en fonction de ce que l'on a, après avoir enlevé, et puis on regarde ce qu'on a en main, on se dit, par service, je peux peut-être mettre 50 rentes. Si je peux le faire, je le fais. Donc, on le prépare à l'avance, avant de se lancer dans les dépenses. OK. Maintenant, pour un couple qui vit autour du jour,
C'est-à-dire que l'homme est dans le business, peut-être la femme aussi dans le business. Comment est-ce qu'ils peuvent évaluer ou élaborer leur budget pour le mois? Parce que là, vous venez de montrer, c'est pour un couple qui a un montant déjà exact, qui savent qu'à la fin du mois, j'aurai autant, peut-être 1000 rands, et je vais dépenser autant pour la maison, autant pour les transports, autant pour les enfants et tout. Mais un couple maintenant qui vit autour 10 jours, ces couples, comment est-ce qu'il peut arriver à élaborer le projet? Parce qu'il y a des couples qui nous suivent, qui sont dans la même situation, qui se trouvent dans beaucoup de difficultés. Il y a aussi des jeunes gens qui s'apprêtent pour se marier, mais ils ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent faire pour que leur mariage futur soit équilibré, surtout sur le plan financier. Ok, je peux essayer de répondre pour dire un budget ne s'établit pas en un jour, en un mois ou le premier jour du mariage. Un budget s'établit à partir des habitudes. On rend le business, peut-être le premier mois on souffre, le deuxième, le troisième. Mais après les 3 mois, on a une idée sur ce que l'on peut gagner par jour. Si on gagne par jour, on gagne 100 rennes par jour, on se dit, bon, si on gagne 100 rennes par jour, en un mois on peut avoir 100 fois 30, ça fait 3000 rennes. Et puis, on évalue aussi les habitudes des dépenses. On a besoin du pain, on a besoin peut-être d'acheter la nourriture chaque jour, peut-être l'électricité aussi, on achète chaque jour. On écrit, au fait. On écrit des habitudes pendant un temps, par exemple 3 mois, 4 mois, et à partir de là, on peut maintenant faire un tableau pour planifier. Donc, le couple doit prendre l'habitude d'écrire tout. Oui, il faut écrire. Et quand on écrit, on le communique, on partage. Aujourd'hui, j'ai acheté le pain, et ce pain, je crois que quand j'ai acheté le pain, dernière fois c'était lundi, aujourd'hui c'est mercredi. Donc, on partage avec l'autre. Comme ça, l'autre sait aussi que non, quand on achète le pain, ça nous prend 2 jours. Et ce qu'on gagne, on l'écrit, on partage avec l'autre. Et ces habitudes-là vont faire qu'on peut élaborer un jour un budget qui peut nous amener à bien fonctionner financièrement. Mais quels sont les dangers quand l'argent commence maintenant à dominer le couple? Au lieu que vous dominez l'argent, mais l'argent commence à dominer le couple. Ok, la Bible nous dit dans 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit que l'argent, c'est la source de tous les maux, et il y a des gens qui ont même abandonné la foi à cause de l'argent. Donc la Bible nous prévient sur ça. Comme je dis, le mariage, pour s'équilibrer, nous avons besoin de Dieu. Et avoir besoin de Dieu, c'est se plonger dans sa parole. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous guide. Si l'argent devient au-dessus de tout dans le mariage, c'est la source des maux. Donc, les problèmes vont venir. Et si l'argent peut amener quelqu'un à abandonner la foi, donc l'argent peut amener quelqu'un à désavouer sa femme ou à désavouer son mari. Donc l'argent est dangereux. Nous devons plutôt mettre Dieu au-dessus et laisser Dieu nous conduire aussi par rapport à l'argent. Mais est-ce qu'un couple peut aussi fonctionner sans finances? Non. Parce qu'on attend souvent que non, c'est plus l'amour et tout qui doit régner. Mais est-ce que peut fonctionner sans finances? Dans mes débuts... Parce qu'il y a des gens qui s'engagent comme ça, mais ils ne savent même pas comment est-ce qu'il va trouver l'argent. Il dit à la femme, moi, et puis c'est l'amour qui domine tout. Quand nous avons commencé l'exposé, j'ai dit que l'équilibre d'un couple à 3 dimensions. Il y a la dimension divine, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'être équilibrés émotionnellement, c'est l'amour, on parle de l'amour, on se montre l'amour, mais on a des besoins réels, des besoins qu'il faut satisfaire. Donc on a besoin d'argent. On a vu des couples qui s'aimaient beaucoup et la femme quittait l'homme parce que l'homme a manqué l'argent. C'est faisable aussi, la femme peut quitter l'homme à cause d'argent. On a vu des femmes quitter les hommes parce que l'homme a manqué. On a vu l'homme s'attacher à une autre femme parce que cette femme a plus de moyens. Donc, le manque d'argent dans le couple peut amener un couple au déséquilibre total. Donc, c'est important de veiller aux finances. C'est important
de chercher l'argent et d'équilibrer le mariage aussi avec l'argent, avec les finances. Voilà, vous avez soulevé un point très capital. Vous avez dit que vous avez vu que les femmes quittaient les hommes, son homme, à cause d'argent. Et vous avez vu aussi des hommes quitter leurs femmes pour aller trouver d'autres femmes qui ont un peu plus de moyens que sa femme. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme quitte sa femme pour avoir une autre femme à cause d'argent? C'est juste parce qu'il a besoin de plus ou c'est parce qu'il n'arrive pas à trouver de l'argent? Essayez un peu de nous expliquer, vous qui êtes en couple, qu'est-ce qui peut faire qu'un couple se disloque comme ça à cause d'argent? Le grand problème dans les couples, c'est la fondation. Ouais. Le couple doit être bâti sur une fondation très solide. Et pour nous, chrétiens, la fondation solide, c'est la parole de Dieu. Et il y a un modèle de couple, un modèle de mariage que la Bible nous présente, c'est l'exemple entre Christ et l'Église. Donc c'est le modèle. Donc nous devons poser notre couple, notre mariage sur cette fondation-là. Alors si la fondation est solide, la Bible dit, si la fondation est solide, le manque d'argent peut venir comme un vent fort. Il ne va pas nous diviser à cause de la fondation. L'argent, on peut ne pas l'avoir aujourd'hui, on peut l'avoir demain. Alors si la fondation n'est pas bonne, l'homme peut quitter la femme ou la femme peut quitter l'homme, ne sachant pas que l'argent peut venir demain. Mais si cette fondation qui est solide, si on est assis dans le Seigneur et on s'aime réellement, on se fait confiance, on fait confiance à Dieu, on peut se dire que demain ça ira. Alors, quitter son partenaire à cause des moyens, c'est de l'infidélité. Et Dieu n'est pas content avec ça. Je ne sais pas si maman a ajouté. Non. Vous êtes d'accord avec tout ce que papa dit? Oui. Mais est-ce que en tant que femme, vous devez quand même avoir un mot par rapport à ces femmes-là qui sont femmes comme vous et quitter leur mari? Nous voyons beaucoup de femmes parce que son mari n'arrive pas à subvenir à ce besoin et puis directement il va trouver l'homme qui a plus de moyens que son mari. Je peux dire comme papa l'a dit. Donc ça dépend du fondement, de la fondation de votre couple. Si vous commencez sincèrement, donc vous commencez sincèrement, vous savez que nous sommes fondés sur la parole de Dieu, il y a l'amour qui est là et nous savons qu'il y a des secousses qui peuvent arriver. Pas seulement sur les points financiers, ça peut être une maladie qui paralyse par exemple votre mari, ça peut être n'importe quel vent qui veut arriver, mais votre fondement, si par exemple la femme est allée vers l'homme, accepter l'homme parce que l'homme était friqué et qu'un jour il n'a plus d'argent et qu'il puisse la quitter. Donc comme papa l'a dit, il y a l'infidélité, aussi il y a la base n'était pas solide. Si dès le commencement votre base est solide, je ne pense pas que vous pouvez quitter votre homme à cause de l'argent. Au contraire, vous pouvez chercher à faire mieux pour l'aider. Et surtout, peut-être, vous voyez, surtout comme ici en Afrique du Sud, il faut toujours épauler votre mari. Chercher comment vous pouvez équilibrer votre couple. Mais il y a des femmes qui le font. Et un conseil, même en ce moment ici, il y a de ceux même qui se disent, écoute, c'est l'année 2021, vraiment, je dois partir, je dois les laisser. Et je dois aller trouver quelqu'un de mieux parce que je suis une belle femme et il y a beaucoup de hommes qui me suivent et tout. Un conseil à toutes ces femmes ou à ceux qui sont encore en train de se préparer dans le mariage, mais ils veulent que l'épouse soit un homme qui est riche. Moi, je leur dirais qu'ils sont en train de faire des erreurs. Ce sont des erreurs qu'ils sont en train de faire parce que si ils savent vraiment ce qu'ils cherchaient en se mariant à cet homme, ils ne peuvent pas quitter. Et je peux donner notre exemple. Quand on s'était mariés, donc on était tous étudiants. Il n'y avait rien. Donc si vous voyez nos photos, précisément les photos de papa, donc si vous le regardez, vous ne voyez aucun avenir. Jusqu'à ce qu'un jour, l'un de ses amis, ses proches, est venu me voir. Il a dit, tu ne vois pas que cet homme-là, il est mourant. Et puis, il n'y a même pas d'issue.
à votre relation. Si tu acceptes que je te marie, tu auras un bon avenir, tu sais. Maintenant, comme moi, je savais c'est que je suis poursuivie là-bas. Premièrement, nous sommes chrétiens. Dieu m'a convaincu que c'était lui, l'homme de ma vie. Et puis, comme je l'aimais, l'amour aussi doit être aussi la base. Comme je l'aimais, j'ai refusé. Je suis partie lui dire, ton ami tel est venu me dire ceci. Il a dit, c'est bon. Ça dépend de ta position aussi, de ta décision. Et j'ai accepté. Vous n'avez pas eu peur quand il est venu vous informer que quelqu'un de plus friqué que vous veut vous ravir votre femme? Non, je n'ai pas eu peur, mais aussi je ne pouvais pas influencer celle qui était ma fiancée en ce moment. Même pas frustré? Non, j'ai eu mal. Parce que la personne qui était partie la voir, c'était quelqu'un qui était pratiquement comme un ami à moi. Je ne l'ai jamais attaqué. J'ai observé ma fiancée. Quand elle m'a dit, j'ai compris qu'elle m'aimait. Vous étiez encore fiancés en plus? Oui, on était encore fiancés. Et si je peux parler un tout petit peu par rapport à cette question, je crois que lorsqu'on se marie, lorsqu'on va vers son partenaire, lorsque je suis parti vers mon épouse ou lorsqu'elle m'a accepté, il y a toujours un élément qu'on voit dans l'autre qui n'est pas chez les autres. Si je choisis une femme, c'est-à-dire je vois en elle quelque chose qui n'est pas chez les autres femmes. Et si une femme accepte, peut-être je suis en train de parler de manière idéale, mais c'est cela. Si une femme accepte un homme, c'est que ce qu'elle voit dans cet homme ne doit pas se retrouver chez les autres. Parce que si ça se retrouve chez les autres, cet homme est ordinaire, il est comme les autres. Mais un partenaire dans le mariage n'est pas ordinaire. Alors, ce qu'on voit dans l'autre, je crois que c'est cela qu'on doit le plus suivre. Même s'il n'y a pas d'argent, la valeur qui est dans l'autre, c'est ça qui peut produire de l'argent un jour. Exact. La beauté intérieure fait qu'un jour, le bonheur qu'on cherche, on peut l'avoir. Mais l'argent peut partir, mais ce qu'on a vu, moi j'ai toujours dit, je ne regrette jamais d'avoir épousé mon épouse. Parce que ce qui est en elle, ça m'équilibre beaucoup dans la vie. J'ai vu mon caractère, j'ai vu ma personne, et j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait m'aider à équilibrer ma personne. Et c'est ça que je suis en train de suivre. C'est ça qui m'attache le plus. L'argent, ça peut venir, ça peut partir. Alors, lorsqu'on laisse l'autre à cause de l'argent, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. Et l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas tout. Donc, mais plutôt, chacun sur la terre ici a besoin de vivre heureux. Et la Bible dit, celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Trouve le bonheur. Donc, c'est comme ça que, personnellement, quelqu'un qui quitte son partenaire à cause de l'argent ne sait pas ce qu'il cherche. Ne sait pas pourquoi il s'est marié. Il ne connaît même pas le sens du mariage. Voilà ce que je veux dire. Et que direz-vous à propos de ce que les gens disent sur le mariage? On dit que le mariage, c'est plus pour les adultes. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? C'est pas pour les petits-enfants. Bon, pas les petits-enfants, c'est-à-dire pour des gens qui sont encore jeunes, donc immatures, des gens qui sont mûrs, s'il faut bien signifier le mot. Ok, lorsqu'on entre dans le mariage... Il faut être mûr. Je vais y arriver. Lorsqu'on entre dans le mariage, on est obligé de vivre avec quelqu'un d'autre. C'est vrai, la Bible dit que des deux qu'ils étaient, ils deviennent une personne, ils deviennent un. Mais ça n'arrive pas en un jour. Devenir un dans le mariage, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des années. Alors, ça fait que quand on a l'autre, c'est quelqu'un peut-être qui voit les choses un peu différemment de vous. C'est quelqu'un peut-être qui conçoit la vie un peu différemment. Il faut arriver à faire que vous soyez un. Alors, ce temps-là que ça prend pour devenir un, il faut être fort. Il faut être très fort pour supporter l'autre. Les fiançailles, ça nous présente certaines images. Mais quand on est dans le mariage, on voit peut-être certaines réalités, certaines faiblesses qu'on ne savait pas, qu'on ne voyait pas dans les fiançailles. Ces faiblesses-là,
il faut les gérer pour aider l'autre à s'améliorer. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande de l'abnégation. Et c'est ça qui fait qu'on doit être fort, on doit être mûr. Parce qu'un homme impatient ne va pas faire beaucoup d'années dans le mariage. Un homme qui n'est pas courageux ne va pas faire beaucoup d'attentes dans le mariage. Donc, c'est supporter l'autre, patienter l'autre, c'est ça. Ça demande une certaine maturité. C'est comme ça que, personnellement, je crois qu'on dit que le mariage, c'est pour les gens mûrs, où il y a les gens matures. Donc, parce qu'il y a l'autre qu'il faut porter. Il faut supporter. Il faut porter l'autre en prière. Il faut pardonner. Le pardon dans le mariage, c'est une chose qu'on peut vivre 77 fois par jour. Vous pouvez vous frotter, quelques minutes après, ça s'arrange, et les secondes qui suivent, on se frotte encore. Alors, si on n'est pas fort, si on ne sait pas pardonner, on ne saura pas tenir dans le mariage. Donc, ce sont des aspects qui demandent de la maturité. Okay. Maman, vous avez un mot à ajouter? Les mariages, c'est pour des gens qui sont mûrs, des gens qui sont vraiment matures. C'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Je ne sais pas ce que je peux dire. Comme papa vient de le dire, il faut toujours... ce n'est pas facile. Quand on se marie, on amène deux différents caractères dans la maison. Donc, il a son caractère, j'ai mon caractère. Peut-être qu'il ne va pas changer en un jour. Je ne peux pas changer en un jour. Mais il faut toujours supporter, il faut avoir un grand cœur, si je peux le dire. La maturité aussi demande un grand cœur. Parce qu'il y a de ces choses-là, peut-être que ça ne va pas changer même après 30 ans. Mais on se supporte. Il y a de ces choses-là qu'on se dit, je laisse tomber pour qu'on puisse rester ensemble. Donc, si vous avez le cœur d'un enfant, je peux dire, comme on le dit, immature, donc vous allez vous dire, comme il ne veut pas changer, donc je m'en vais ou bien je vais chercher ailleurs mieux. Mais je vous dis, vous n'allez pas trouver mieux ailleurs. Donc, vous allez commencer à changer d'un partenaire à un autre. Donc, il faut avoir un grand cœur. En parlant de ça au début, qu'est-ce que vous avez trouvé de difficile chez papa? Colérique. Très colérique. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à s'adapter? Oui. Mon silence. Mon silence. Donc, quand il s'énerve, je me tais. C'est fini, ça passe. Et au lieu de s'échanger, de se chamailler. Donc, quand il s'énerve, je me tais, je laisse. Après un temps, quand il va revenir et puis on va échanger pour trouver une solution. Donc, il était colérique et mon silence. Mais au fur et à mesure, quand même, il a changé. Il a beaucoup changé. Totalement changé. C'était difficile de voir son sourire comme ça. C'est vrai. Je vous dis. Il ne souriait pas. Papa. Dites-nous un peu. Papa colérique. Bon, ex-colérique. Je ne me suis plus. Amen. Dieu soit loué. Dieu m'a aidé. Et puis, comme je l'ai dit, je me connaissais un peu. Ce n'est pas que j'ai voulu être comme ça. Je me suis rendu compte que, bon, j'ai grandi, j'avais un peu un caractère où je m'énervais facilement, je pouvais garder la colère pendant un temps très long. J'étais déjà chrétien, mais ça prenait du temps. Alors, je devais me marier, j'ai demandé des conseils à mes parents. Et mon père m'a dit, la femme que tu cherches, tu dois la trouver en toi. Comme Dieu a pris la côte de Adam pour faire Ève, la femme que tu cherches, tu dois la trouver en toi. Regarde ce qui te manque, c'est ça que tu dois trouver dans la femme que tu cherches. C'est comme ça que... c'est comme ça qu'on doit faire le choix d'une femme. Oui. Ok. La femme doit être... L'homme doit trouver la femme en lui. Okay. Parce que la femme, Dieu a dit, c'est une aide semblable. Elle doit m'aider à accomplir ce que je ne peux pas. Alors c'est comme ça que j'ai cherché, en fait pas chercher vraiment, j'ai commencé à observer, à l'observer. Parce que je la connaissais déjà,
un peu de loin et j'ai commencé à observer pendant un temps jusqu'à ce que je me suis facilement rendu compte que non, avec elle, je peux très bien contenir un peu ma colère et elle peut m'aider. Et elle m'a effectivement aidé. Et chez maman, au début, vous avez trouvé quoi comme caractère? Ok, la grande difficulté que j'ai trouvée avec mon épouse, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup confiance en elle. C'est une chose qui m'a beaucoup dérangé. Quand je l'ai rencontrée, elle pouvait avoir des bonnes idées, elle pouvait avoir raison, elle pouvait avoir un bon projet, mais elle n'était pas très sûre d'elle au point qu'elle ne pouvait pas l'exprimer. Je pouvais lui poser une question, qu'est-ce que tu veux qu'on achète? La réponse c'était ce que toi tu penses. Et ça ne m'arrangeait pas parce que elle avait un avis, elle avait une vision, mais elle ne voulait pas l'exprimer parce que la façon dont elle a grandi, je crois qu'elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, d'exprimer ce qui était en elle. Okay. Et avec l'aide de Dieu et le travail dans le couple, voilà, elle peut s'asseoir et parler au micro. Si c'était au début de notre mariage, elle pouvait juste se taire complètement pendant le moment qu'on parle. Mais maintenant, elle peut s'exprimer, elle peut me dire non. Donc au début, elle était timide, si on peut le dire. Peut-être pas la timidité, mais manque de confiance. Manque de confiance en soi. Donc elle peut penser que c'est mieux qu'on achète ceci dans la maison, mais elle ne le dit pas. C'est peut-être après qu'elle me dit, en moi je pensais qu'on pouvait faire ça. Et ça je n'aimais pas. Parce qu'on a déjà dépensé l'argent à autre chose, pourquoi tu ne t'étais pas exprimé? Mais maintenant elle s'exprime. Maintenant c'est elle qui fait le budget dans la maison. C'est elle qui propose tout dans la maison. C'est elle qui me dit deux fois, ce dimanche tu ne portes pas ça, tu portes ceci. Donc c'est elle qui... Et maintenant elle s'exprime. Et je rends gloire au Seigneur. Et comment vous avez pu gérer ça? Pendant ces moments que vous êtes encore mariés au début, là, ce qui n'a pas été facile, mais comment est-ce que vous avez pu avoir géré tout ça? La vérité, c'est la communication. Je répétais toujours à mon épouse qu'elle a de la valeur, qu'elle a quelque chose de grand en elle. Je le lui disais tous les jours à ses oreilles jusqu'à ce que ça commençait à sortir. Donc, la communication, pour moi, c'est une très grande clé dans le secret du mariage. Lorsqu'on communique, on évite les interprétations, on évite les malentendus. Donc, j'ai communiqué. Je lui ai dit ce que je n'aimais pas et je lui ai dit qu'elle pouvait ressortir d'elle quelque chose de grand et je crois que ça paye des fruits. Ok, nous commençons déjà à chuter dans notre émission d'aujourd'hui parce que c'est vraiment un moment, on a passé des moments vraiment très capitaux, très bénéfiques. Moi-même, j'ai bénéficié de beaucoup et je sais que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, les abonnés d'Onela TV, ont aussi beaucoup bénéficié. Mais en un mot, les gens qui nous ont suivis peut-être en cours, si vous pouvez quand même résumer en 1 ou 2 minutes ce que nous venons de dire concernant les finances pour aider à de nombreux téléspectateurs que nous suivons en ce moment. Merci beaucoup. Je dirais que les finances sont très importantes dans l'équilibre du mariage, mais les finances mal gérées créent beaucoup de conflits dans le mariage. Et la grande solution à cela, c'est la communication. Il faut communiquer du point de vue des finances. Et comme mon épouse l'a dit, je crois qu'elle pourra aussi le dire, il faut savoir budgétiser. Mettre tout par écrit, les entrées, les dépenses. Nous, quand on va au shop, on part avec un bout de papier, on a tout écrit. Et c'est important, ça équilibre le mariage et ça évite... Il faut toujours avoir un bout de papier. Peut-être on peut le mettre dans le téléphone. Donc, il faut le mettre par écrit et ça peut nous éviter de vivre au-delà de nos moyens et de nous chamailler du point de vue des finances dans le mariage. Merci. Ok, maman. Ok, merci beaucoup. Comme papa vient de le dire, l'une des solutions au problème des finances dans le couple, c'est le budget. Il faut toujours planifier.
Il y a à des moments, on a des besoins qui surpassent même nos recettes, nos entrées. Mais si, par exemple, chaque fois, on le met par écrit, on saura qu'est-ce qui n'est pas essentiel et qu'on peut retirer pour que nous puissions vivre une vie équilibrée. Parce qu'une vie de dette, même la Bible interdit les emprunts. Donc, une vie de dette, vous allez vous retrouver endetté, jusqu'à ce que vous allez commencer à pécher. Vous allez commencer à vous cacher, vous allez commencer à mentir. Donc, si vous voulez une vie équilibrée en ce qui concerne les finances, budgétisez tout. Merci beaucoup. Transmettez les salutations aux enfants quand vous allez rentrer à la maison. Merci beaucoup. Un grand plaisir vraiment de vous recevoir. Un couple merveilleux. Comme je vous avais dit au début de l'émission, ils ont partagé leur expérience concernant les finances. J'espère que vous allez mettre en pratique tous ces conseils qu'ils nous ont produits pendant tout au long de cette émission. Merci beaucoup à la grande maison Onela TV. Merci vraiment parce que Papa Moïse est là. Il nous aide vraiment pour que nos émissions, vous les suivez là où vous êtes. Merci beaucoup à Shaggy qui était derrière la caméra. La maison Onela TV n'a pas seulement le plateau d'émission, nous avons Onela Saloon. Si vous voulez vous faire belle, être encore un peu plus beau, un peu plus belle, vous avez un mariage, wedding, vous voulez que vous soyez un peu différent, venez ici dans le salon Onela TV. Nous avons un studio d'enregistrement. Si vous voulez enregistrer une chanson, vous avez déjà une chanson et vous voulez avoir la maquette, il faut venir dans notre studio d'enregistrement Onela TV. Moi, je vous retrouve prochainement dans d'autres émissions. Le service qui tourne autour de Onela sont nombreux. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service.